Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Aude Rampierre pour le séminaire d'aujourd'hui. Et Aude va nous parler de l'algorithme FISTA pour les fonctions fortement convexes. Merci Aude, c'est à toi. Merci beaucoup Esna, merci pour l'invitation. Je vais donc vous parler effectivement de l'algorithme FISTA pour les fonctions fortement convexes. Alors effectivement, ça peut être un peu surprenant, ça n'a pas l'air très nouveau comme ça, mais on a trouvé des résultats plutôt intéressants, même plutôt intéressants du coup, avec mes collègues Jean-François Rojol de l'Institut de mathématiques de Bordeaux et Charles Dossal de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Voilà, donc ce que je vais vous présenter là, c'est des travaux extrêmement récents, ils sont soumis actuellement et le preprint est disponible sur Archive. Il y aura les références en fin d'exposé. Voilà, donc dans cet exposé, je vais vous parler d'optimisation composite. Alors, je suis partie du principe qu'il n'y aurait pas que des spécialistes de FISTA et de Nesterov, j'allais dire dans la salle, mais en tout cas dans la salle Zoom. Et donc, du coup, j'ai précisé le contexte et j'ai rappelé des choses un petit peu élémentaires pour que les gens qui ne connaissent pas puissent aussi suivre mon exposé. Donc, dans cet exposé, je vais m'intéresser à des problèmes d'optimisation composite. Donc, je vais minimiser une fonction f sans contrainte, qui est la somme de deux fonctions, une fonction petit f que je vais supposer convexe différenciable à gradient Lipschitz, et une fonction petit h qui est convexe potentiellement non différenciable, mais que je vais supposer semi-continu inférieurement. Donc, ça, j'en aurais besoin pour pouvoir définir la notion de sous-gradient et sous-différentiel. Je vais la supposer simple, j'y reviendrai après. C'est-à-dire que je vais supposer que h est non différenciable, mais que je suis capable de calculer l'opérateur proximal associé. Du point de vue de la géométrie, lorsque l'on considère une fonction convexe à gradient Lipschitz, on a cette inégalité, qui est l'inégalité de descente, enfin le lemme de descente, qui nous dit essentiellement que la fonction f ne peut pas s'éloigner de sa tangente plus que d'une quadratique. Donc ça veut dire qu'on s'éloigne de la tangente, mais pas trop rapidement. Voilà. Donc, je m'intéresse à ce genre de problème. C'est extrêmement classique. On en rencontre, il y a énormément d'applications pour les problèmes de moindre carré, le fameux problème du lasso, et pas mal d'applications, enfin énormément d'applications en traitement du signal et de l'image, en machine learning, etc. La liste n'est pas du tout exhaustive. Voilà. Donc, du point de vue un peu du cadre de mon exposé, je vais supposer… dans le titre, j'ai dit que je me plaçais dans le cadre des fonctions fortement convexes. Ce n'est pas tout à fait exact. Je vais considérer une hypothèse légèrement plus faible. Je vais supposer que la fonction f que je minimise vérifie une hypothèse de croissance quadratique au voisinage des minimiseurs. Donc, j'ai pris une hypothèse globale, c'est-à-dire que je suppose qu'il existe un paramètre mu, qui est un paramètre donc ici de croissance, qui pourrait être le paramètre de forte convexité si j'étais fortement convexe, tel qu'on ait cette inégalité, donc f de x moins f étoile plus grand que mu sur 2, distance de x, à l'ensemble des minimiseurs au carré. Donc, cette hypothèse est une hypothèse un peu plus faible que la forte convexité. Et pour les spécialistes du domaine, je rappelle que c'est totalement équivalent dans le cas convexe à une version globale de l'inégalité de Loyasevic avec un exposant égal à 1,5. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là parce que ça n'a pas une importance majeure pour les choses que je souhaite vous raconter dans la suite. Avant de commencer cet exposé, je vais également préciser un petit peu la façon dont je vais analyser les algorithmes d'optimisation qui m'intéressent. En fait, classiquement, lorsqu'on étudie les vitesses de convergence des algorithmes d'optimisation, ce que l'on aime, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on majore f de xk moins f étoile, donc la valeur de la fonctionnelle à minimiser le long de la trajectoire moins la valeur optimale, et on cherche des bornes là-dessus, ça nous donne les vitesses de convergence de nos algorithmes. On va faire ça ici, mais surtout, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'interpréter, d'analyser les algorithmes en termes de epsilon solution. Alors, des epsilon solutions, on peut en trouver différentes définitions dans la littérature. Là, j'ai repris une définition que j'ai trouvée dans un article de Nesterov de 2017, qui est la suivante. Donc, je me donne une précision epsilon donnée, un petit peu d'analyse fonctionnelle. J'ai fait ça à mes étudiants ce matin en TP. Les minimiseurs de ma fonction composite sont caractérisés par cette condition d'optimalité. 0, c'est donc le différentiel de la fonction grand F à minimiser, qui s'écrit comme gradient de petit f plus le sous-différentiel de h en x. De façon totalement équivalente, on peut démontrer qu'un minimiseur, un point de minimum global de ma fonction grand F, est un point fixe
de l'opérateur proximal composé avec une descente de gradient explicite. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec l'opérateur proximal, j'ai rappelé ici la définition. Voilà. Et donc, je vais introduire la notion de gradient composite qui est définie ici. Pour définir une epsilon solution, je vais dire que un itéré est une epsilon solution, une solution à epsilon près de mon problème d'optimisation minimisé grand F. Si j'ai une petite erreur, c'est bien d'avoir de quoi écrire. Hop. Si la norme du gradient composite est inférieure ou égale à epsilon. Alors, une petite remarque, c'est que si, dans le cas différentiable, donc si h égale 0, cas différentiable, votre gradient composite, c'est tout simplement le gradient. D'accord? Donc, on retrouve un critère d'arrêt, la notion d'epsilon solution qui est classique en optimisation différentiable, à savoir que la norme du gradient s'arrête, on arrête l'algorithme lorsque la norme du gradient est plus petite qu'une précision epsilon fixée. Donc là, ça va être exactement la même chose pour le cas composite avec une fonction non différenciable en remplaçant le gradient par ce gradient composite. Voilà, donc c'est ce qui va me servir pour étudier mes algorithmes. Je vais me demander de combien d'itérations j'ai besoin pour atteindre une précision donnée, pour avoir une epsilon solution. Et ça me servira également de critère d'arrêt pour comparer ensuite les différents algorithmes entre eux. Et donc, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions en cours d'exposé. Tant qu'à faire, comme on est à distance, ça sera peut-être plus interactif et plus agréable pour tout le monde. Voilà. Donc, pour ce gradient composite, donc ce que je résume là en quelques propriétés, ce que je viens de vous raconter, on est capable de majorer en fait la norme du gradient composite par la différence par les valeurs de la fonctionnelle en x moins la valeur optimale. Le f étoile désignera la valeur optimale de mon f, la valeur minimum de f tout au long de l'exposé. Et lorsque j'étudierai mes algorithmes et les vitesses de convergence des algorithmes, eh bien, j'ai une condition suffisante qui me dit que j'ai une epsilon solution si et seulement si la valeur de ma fonctionnelle est plus petite que cette quantité-là, ce qui me garantira que la norme de mon gradient composite est plus petite que epsilon. Donc, quand je vous parlerai de nombre d'itérations pour atteindre une epsilon solution, c'est ce critère-là que j'aurai vérifié. La deuxième chose, c'est que c'est un critère d'arrêt qui n'est pas, qui est assez satisfaisant pour nos algorithmes d'optimisation, parce qu'on est capable également de majorer les valeurs de la fonctionnelle le long de la trajectoire par cette norme du gradient. Donc, si l'algorithme s'arrête avec une norme du gradient qui est plus petite que epsilon, j'ai un certain contrôle sur la fonctionnelle. Alors, je triche un petit peu quand même, parce que vous voyez, il y a un x plus ici. En fait, le x plus, c'est ce que j'obtiens à partir de x en faisant une itération de gradient proximal. J'y reviendrai un peu après. Mais grosso modo, ce que ça nous dit, c'est que si on contrôle la norme du gradient composite, on arrive à contrôler la valeur de la fonctionnelle le long de la trajectoire. Et donc, du coup, ça fait que notre critère est tout à fait valable. Voilà un peu le cadre. Donc, minimiser des fonctions composites avec une hypothèse de croissance quadratique. Je vais étudier les solutions, je vais étudier la vitesse de convergence des algorithmes en termes d'epsilon solution et vous montrer qu'on obtient des résultats assez sympas sur FISTA. Donc, le plan de l'exposé est le suivant. Je vais faire d'abord des rappels sur les algorithmes forward-backward de FISTA, qui sont des algorithmes classiques pour résoudre ce genre de problème. Vous expliquer un peu quels sont les résultats qui sont disponibles dans la littérature et vous montrer en fait ce qui nous a un peu titillé et ce qui a suscité en fait ce travail. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai le travail que nous avons réalisé avec Charles et Jean-François sur cet algorithme et les résultats que nous avons obtenus. Donc, en gros, dans la première partie, je vais vous donner un peu l'impulsion de notre travail et dans la deuxième partie, je vous donne les résultats que nous avons obtenus. Voilà. Alors, je reviens, je vais peut-être dire des choses que tout le monde connaît. Ça permettra quand même que tout le monde ait le cadre. Donc, je minimise ma fonction composite, f de x plus h de x. F est différenciable, h est non différenciable, mais je suis capable de calculer son opérateur proximal. Nous avons vu que les points de minimum global sont caractérisés par cette relation. D'accord ? Ce sont les points fixes de l'opérateur proximal composé avec une descente de gradient explicite. Du coup, c'est une des façons que j'utilise en cours pour présenter cet algorithme à mes étudiants. L'algorithme de forward-backward, vous pouvez le voir comme un algorithme de points fixes, c'est-à-dire que les minimiseurs de f sont les points fixes
de cet opérateur. Et donc, je vais construire naturellement mon algorithme forward-backward de cette façon-là, xk plus 1 égale, et puis je mettais l'opérateur en xk. Voilà. Donc ça, c'est un algorithme classique pour résoudre ce genre de problème d'optimisation composite. Dans l'exposé, pour simplifier la présentation, on va prendre un pas gamma qui est égal à 1 sur L, qui, grosso modo, est un pas qui assure la meilleure décroissance possible avec cette approche-là. Je peux vous donner une interprétation un peu plus géométrique de cet algorithme forward-backward, plutôt qu'un algorithme de points fixes, qui est qu'à chaque itération, au lieu de minimiser, au lieu de minimiser f plus h, je vais minimiser à chaque itération en fait une borne supérieure sur ma fonction. Donc en fait, je majore f de x par son majorant quadratique donné par le lemme de descente, puis j'ajoute h de x, et je calcule chaque itération, xk plus 1, comme le minimum de ce majorant quadratique plus h. Si vous faites des petites manips élémentaires de calcul, vous pouvez remarquer qu'en fait, ici, là, on a le début d'un carré, ce qui me permet de réécrire le problème d'optimisation sous cette forme-là. Ce terme-là, c'est une constante par rapport à ma variable x d'optimisation. Et en fait, je me retrouve de l'autre côté avec exactement la définition de l'opérateur proximal en un point après une descente de gradient en fait, à partir de xk. D'accord? Donc, c'est deux interprétations, soit un algorithme de points fixes, soit à chaque itération, je minore le majorant quadratique et j'obtiens dans tous les cas l'algorithme forward-backward. Voilà, donc ça, c'est les bases sur cet algorithme. Pour vous donner une petite idée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces algorithmes-là, on retrouve la méthode de gradient. Donc, si on fait h égale 0, en fait, l'opérateur proximal associé à la fonction nulle, ben, c'est l'argmin de 0 plus 1,5 de la norme de y moins x au carré. Donc, c'est tout simplement x. Et donc, du coup, l'opérateur proximal, c'est l'identité. Et on retrouve une descente de gradient explicite tout à fait classique. Si on prend au contraire, petit h, la fonction indicatrice d'un ensemble convexe fermé grand C, cette fois-ci, l'opérateur proximal, c'est l'argmin de la fonction caractéristique plus cette pénalisation quadratique, et c'est tout simplement la projection orthogonale du point x sur l'ensemble des contraintes grand C. Donc, du coup, on obtient une descente de gradient projeté. Voilà. Et si vous faites h égale la norme 1, c'est l'algorithme ISTA, Iterative Soft Thresholding Algorithm, et on obtient cet algorithme-là qui est bien connu en traitement du signal notamment. Voilà, donc on retrouve un peu tout ça, tous ces petits calculs, le son du calcul élémentaire qu'il faut avoir fait au moins une fois pour voir un petit peu comment tout ça se manipule. Donc, c'est, excuse-moi, Aude, c'est h égale la norme 1, c'est ça? Plutôt. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je suis désolée, il y a des coquilles dans mes notations. Merci. Oui, c'est h égale la norme 1, tout à fait. Voilà, donc maintenant, là où j'en viens, là, le point intéressant de l'exposé, c'est de regarder un peu les vitesses de convergence de ces algorithmes. Dans le cas convexe, un résultat classique est qu'en fait, on a une décroissance en 1 sur k. Donc, ça signifie en termes d'epsilon solution que le nombre d'itérations que l'on fait avec forward-backward pour atteindre une epsilon solution, donc j'ai rappelé ici la définition, donc le nombre d'itérations k pour avoir cette inégalité, en fait, c'est 4L carré sur epsilon carré en norme de x0 moins x étoile au carré. Pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des epsilon solutions définies sur les valeurs de la fonctionnelle, en fait, il n'y aurait pas de carré ici et là. Ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai une décroissance en 1 sur epsilon carré. Donc, c'est des algorithmes qui sont extrêmement lents. Donc, ça a été une motivation pour essayer de proposer des algorithmes un petit peu plus efficaces. Et Amir Beck et Marc Teboul ont proposé en 2009 l'algorithme FISTA, qui est inspiré directement des travaux de Nesterov, des accélérations de gradient de Nesterov, qui étaient définies de cette façon-là. Donc, par rapport à Nesterov, en fait, Nesterov, il n'avait pas ce terme proximal. Voilà, et c'était défini ainsi, avec un terme ici d'inertie qui était défini par une suite TK, qui n'était pas forcément très naturelle au premier abord. Donc, on initialise à T1 égale 1 et qui vérifie en fait cette équation-là. Voilà. Donc, l'idée essentiellement de ces algorithmes, de l'algorithme de FISTA, de l'idée de Nesterov,
c'était au lieu de faire une descente de gradient, ça c'est une descente de gradient proximale, mais on ne la fait pas au point XK courant, on l'a fait en un point YK qui est légèrement décalé. L'idée, en fait, c'est de profiter des directions de descente précédentes pour mettre de l'inertie dans le système et pour essayer, en fait, de jouer sur cette inertie, sur la friction, j'y reviendrai tout à l'heure, pour accélérer l'algorithme. Pour le moment, je vous donne les idées très générales, je serai plus précise un petit peu plus tard. Pour la classe des fonctions convexes, il a été démontré, donc Nesterov dans le cas différenciable et Beck et Teboul l'ont démontré dans le cas composite, on a une décroissance en 1 sur k plus 1 au carré, en 1 sur k au carré, mais il n'y avait pas de preuve de la convergence des itérés. D'accord ? Donc, du coup, il y a une variante qui a été proposée par Antonin Chambolle, Charles Dossal en 2015 et Stouboy et Candes en 2016, qui consiste en fait à modifier légèrement le coefficient de friction. Donc, essentiellement, ça revient à prendre une suite TK particulière, car en fait, cette inégalité dans la preuve, elle n'est pas, enfin, cette égalité dans la preuve, elle n'est pas essentielle. L'important, c'est de choisir une inégalité, enfin, choisir une suite TK qui vérifie cette inégalité. Et ça suffit largement. Et donc, la suite proposée par Nesterov, TK proposée par Nesterov n'est pas la seule qui vérifie ça. Il y a d'autres inégalités et on peut prendre notamment cette version-là qui est plus simple et qui correspond. Donc, on introduit un paramètre de friction alpha. Dans le choix de Nesterov et de Beck et Teboul, initialement, ça correspondait à alpha égale 3. On retrouve la même vitesse de convergence en 1 sur k au carré pour la classe des fonctions composites convexes. Et Antonin Chambolle et Charles Dossal ont démontré également la convergence faible des itérés, ce que l'on n'avait pas avec la version initiale de Nesterov. Voilà un petit peu du point de vue de l'état de l'art. Ce que l'on peut noter, c'est que le nombre d'itérations dont Fiesta a besoin pour atteindre une epsilon solution est en 1 sur epsilon, ce qui est meilleur que forward-backward, et c'était bien le but. Donc la contribution de notre travail ne se situe pas à ce niveau-là. Notre contribution se situe plutôt dans le cas fortement convexe. Donc, qu'est-ce qui existe actuellement dans le cas fortement convexe? On a deux résultats essentiellement. On a des vitesses de convergence en fait pour l'algorithme forward-backward. Il a été démontré qu'en fait l'algorithme forward-backward a une décroissance exponentielle, donc une décroissance extrêmement rapide en 1 moins kappa puissance k. Alors, j'ai oublié de définir le kappa. Le kappa, en fait, c'est le quotient de mu sur grand L. C'est l'inverse du conditionnement. Donc, mu, c'est le paramètre de forte convexité, si la fonction est fortement convexe. C'est le paramètre de croissance, si on a uniquement une hypothèse de croissance quadratique. Et L, c'est ma constante de Lipschitz. Voilà, donc on a une décroissance extrêmement rapide qui est essentiellement, là, si vous voulez qu'on simplifie un petit peu, c'est de l'ordre de 1 sur kappa log de 1 sur epsilon. C'est un grand taux. Donc, c'est un grand taux de 1 sur kappa log de 1 sur epsilon. C'est un peu comme ça, c'est un peu pour s'habituer au fait que la décroissance exponentielle peut s'exprimer sous cette forme-là. Donc, si on regarde ce qu'il existe pour Fiesta, on a des résultats qui ont été démontrés par Stouboy et Candes en 2015 et Eddie Attouche et Alexandre Cabot en 2017, qui démontrent que si on a une hypothèse de croissance quadratique avec une unité du minimiseur ou tout simplement la forte convexité, on a une décroissance en 1 sur k puissance 2 alpha sur 3, quel que soit le alpha, dans l'algorithme Fiesta. Alors là, on n'a qu'un grand taux, on n'a pas des bornes explicites comme ici. Ceci dit, on pourrait faire le calcul, c'est tout à fait possible, mais ça n'a pas été fait. Ce que je voulais faire remarquer ici, c'est que dans le cas fortement convexe, l'algorithme forward-backward a une décroissance exponentielle, tandis que l'algorithme Fiesta, théoriquement, n'a qu'une décroissance polynomiale. Donc, a priori, l'algorithme forward-backward est théoriquement plus efficace que l'algorithme Fiesta pour la résolution, enfin pour la minimisation des fonctions composites convexes. Voilà, donc partant de ce constat-là, on avait fait quelques petites simulations numériques. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a pris un problème d'in-painting. Donc, essentiellement, on a une image. Alors, moi, j'ai trouvé que l'ENA, c'était quand même très surfait. Donc, j'ai fait cette plaisanterie-là à notre doctorant qui a décidé que pour la parité, on allait changer un peu l'image. Donc, on a pris Europe comme image test. Et voilà, donc ça, c'est notre image cible. On a masqué, on a appliqué un masque en fait sur l'image, donc vous avez là,
Et puis, le but du jeu, en fait, c'est de reconstituer l'image du mieux possible. Donc, ça se formalise sous cette forme-là. On a un problème ici, on a un terme ici d'attache aux données, et puis là, un terme de sparsité avec T est transformé en onglette orthogonale. Et on a appliqué forward, backward et FISTA avec différentes valeurs du paramètre alpha. Donc, le premier résultat que l'on obtient, c'est le suivant. Donc, vous avez différentes courbes. En bleu, ici, vous avez l'algorithme forward-backward. Alors, en rouge, j'ai mis du FISTA restart, mais je ne vais pas trop en parler dans cet exposé parce que ça m'emmènerait beaucoup trop loin et que ce n'est pas essentiel pour le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Et pour les autres courbes, donc la jaune, la verte et la grise, correspondent à l'algorithme FISTA avec différentes valeurs du paramètre alpha. Ce que vous avez ici en abscisse, c'est le nombre d'itérations. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est le log de la norme du gradient composite. Donc, essentiellement, comment il faut lire ce graphe? Il faut lire, si je me donne une précision donnée, par exemple, je prends un epsilon ici, hop là. D'accord. Si je me donne une précision epsilon donnée, tac, je vais regarder, en fait, pour cette précision epsilon, à partir de quel moment mon algorithme va atteindre, mon algorithme va me permettre d'atteindre cette précision-là sur mes itérés. Donc, si vous regardez un petit peu ces courbes en détail, vous verrez déjà que FISTA est beaucoup plus rapide que forward-backward, quelle que soit la valeur du paramètre alpha. Alors, mon alpha ici est toujours strictement plus grand que 3, il sera plus grand que 3 dans la suite de l'exposé, j'ai oublié de le préciser. Donc, pour alpha, là, on a alpha égale 3, là, on a alpha égale 12, et ici, on a alpha égale 30. D'accord? Donc, si on regarde, si on n'est pas très exigeant, donc si on a une précision qui, par exemple, ici, là, qui n'est pas très grande, du coup, on voit que essentiellement, l'algorithme avec alpha égale 12 est le plus efficace. Si je remonte, si je prends un alpha, par exemple, ici, on voit que l'algorithme le plus efficace, c'est pour un alpha petit. D'accord? Donc déjà, il y a une première observation qui est que FISTA est plus rapide que forward-backward, alors qu'on s'attendait plutôt à observer le contraire, puisque forward-backward a une décroissance exponentielle et que FISTA n'a a priori qu'une décroissance polynomiale. Donc ça, c'était une première remarque intéressante, c'est qu'en pratique, FISTA a l'air d'être plus efficace. Donc ça nous a motivés pour aller regarder d'un petit peu plus près et d'aller faire une analyse. Donc souvent, les taux de convergence qu'on a sont asymptotiques. Donc on a voulu faire une étude en temps fini de l'algorithme FISTA et de comparer les vitesses de convergence de tous nos algorithmes en temps fini. Alors ça, c'était notre idée de départ et finalement, ça s'est transformé en étude à précision fixée. Mais du coup, on voulait comprendre pourquoi FISTA concrètement donnait de meilleurs résultats que forward-backward, alors forward-backward avait une décroissance qui était censée être exponentielle. Voilà. On voit également que le alpha semble être une fonction décroissante de la précision. Plus on veut une grande précision, plus il faut prendre un alpha grand. Ça, c'était une observation numérique sur cet exemple-là. Après, ce que l'on s'est dit, avant de rentrer dans le détail des calculs, c'est qu'il existait aussi des versions du gradient proximal qui étaient spécialement dédiées en fait, à l'étude des fonctions fortement convexes. Donc, on a regardé aussi d'un peu plus près ce qui se passait dans le cas différentiable pour l'algorithme de Nesterov adapté aux fonctions convexes. Donc, j'ai rappelé ici le formalisme de cet algorithme. Vous voyez le coefficient de friction. Il a cette forme-là, c'est 1 moins racine de kappa sur 1 plus racine de kappa. Je rappelle que kappa, c'est mu sur L. Et là, on a en fait une itération de gradient sur ce point décalé. Donc, le résultat qui a été démontré par Nesterov pour cet algorithme, c'est que si on suppose la fonction mu fortement convexe, donc pour un kappa égale mu sur L qui est suffisamment petit, on a une décroissance exponentielle de cet algorithme-là. Ce qui signifie qu'une optimum solution peut être obtenue au plus ce nombre d'itérations, là, qui est un peu moche, qui est en 1 sur racine de kappa, log de 1 sur epsilon. Le souci, en fait, et c'est pour ça que j'ai mis le kappa en rouge, le souci, c'est que cet algorithme, déjà, pour mettre en œuvre l'algorithme, il faut que vous connaissiez le paramètre de croissance quadratique, le paramètre de forte convexité mu, d'accord, de façon théorique. Et ça, malheureusement, en fait, c'est extrêmement rare.
C'est-à-dire que dans les algorithmes, la plupart du temps, la donnée du nu n'est pas du tout accessible. On n'a aucune idée de ce qu'il vaut. Et tout ce que l'on peut avoir, c'est des approximations. Le problème, c'est que si vous prenez, par exemple, une sous-approximation de votre mu, donc si vous sous-estimez cette valeur kappa, du coup, votre algorithme est modifié. Et les résultats de convergence sont également modifiés. Donc, vous avez des résultats de vitesse de convergence qui sont dégradés. Plus vous sous-estimez votre kappa, plus la vitesse de convergence sera dégradée. Donc ça, c'est un souci, parce que ces algorithmes-là ont besoin de la connaissance exacte du paramètre mu. Et si vous fonctionnez avec une mauvaise estimation de mu, ça peut dégrader très fortement en fait, les qualités de votre algorithme. Donc nous, un peu la motivation de notre étude, c'était aussi de voir si on ne pouvait pas se passer de la connaissance de mu, c'est-à-dire avoir un algorithme qui nous permette en fait de converger rapidement sans avoir besoin d'estimer cette constante mu. Alors, il faut quand même préciser, pour être tout à fait fair, que je suppose, dans tout cet exposé, que la constante de Lipschitz grand L est connue. Ça me sert à estimer à calculer le pas dans l'algorithme FISTA, donc le pas est égal à 1 sur L. D'accord. Donc, pour le moment, dans tout cet exposé, la constante est supposée connue. On est en train de travailler sur le fait d'estimer également la constante L, mais c'est un autre travail dont je ne parlerai pas plus avant ici. Voilà. Donc, on a fait aussi quelques simulations numériques pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous raconter. Donc, c'est le même principe. En abscisse, vous avez le nombre d'itérations. En ordonnée, vous avez le logarithme de la norme du gradient composite. En bleu, vous avez forward-backward. En rouge, on a pris FISTA avec alpha égale 8. En jaune, FISTA avec alpha égale 30. En vert, c'est Nesterov fortement convexe avec la vraie valeur. Donc, on a pris ici un problème de moindre carré pour être capable de calculer exactement la constante de forte convexité. Donc, en vert, vous avez l'algorithme de Nesterov pour les fonctions convexes avec la vraie valeur de mu. Et en gris, vous avez le Nesterov fortement convexe avec une sous-estimation de cette variable mu. Et vous voyez que si vous sous-estimez d'un facteur 10 votre constante de forte convexité, les performances de l'algorithme sont très clairement dégradées. Alors que FISTA, a priori, il n'y a pas de… Là, en tout cas, sur ce graphe-là, on ne voit pas vraiment d'influence. Voilà, donc 2 enjeux dans cet exposé, je le répète. Comprendre pourquoi FISTA semble être plus rapide que l'algorithme forward-backward qui, théoriquement, a une décroissance exponentielle et essayer de voir ce que cela donne sans avoir besoin de calculer précisément la valeur de la constante de forte convexité mu. C'était les 2 motivations du travail. Donc, pas de questions jusque-là? Tout va bien. Je continue. Donc, ce que l'on va démontrer, et je vous spoil un petit peu la deuxième partie de mon exposé, ce que je vais vous démontrer, c'est qu'en fait, FISTA est efficace sans la connaissance de mu. On n'a absolument pas besoin, et que ça signifie que sa vitesse de convergence ne souffre d'aucune sous-estimation de mu. Donc ça, c'est vraiment la découverte sur ce travail-là. Alors, donc là, je vais me concentrer sur l'étude de l'algorithme FISTA et vous démontrer un petit peu tout ce que je vous ai raconté. Donc, je vous ai réécrit ici l'algorithme de FISTA, donc la version accélérée proposée par Antonin Chambolle, Charles de Sales, Seboy et Clandès. Voilà, je vous ai mis comme critère d'arrêt que la norme du gradient composite doit être inférieure ou égale à epsilon, c'est-à-dire que je m'arrête lorsque j'ai une epsilon solution qui a été atteinte. Et l'avantage, c'est que ce critère-là est facilement calculable. Donc, le but du jeu, un peu le fil directeur de notre étude, ça a été le suivant. On a voulu avoir des bornes en temps fini de f de xk moins f étoile, donc de la décroissance de la fonctionnelle au nombre des itérations. Et on a voulu interpréter ensuite ces vitesses de convergence en termes d'epsilon solution. Là, je voulais juste rappeler la définition de l'epsilon solution. Alors, quelle a été la méthodologie? Donc, de façon générale, sur tous les papiers sur lesquels nous avons travaillé avec Jean-François et Charles ces dernières années, nous avons été guidés par l'intuition du système dynamique, des équations différentielles qui étaient cachées derrière les algorithmes d'optimisation. Donc, pour ceux qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, je vais vous illustrer ça sur la méthode de gradient. Donc, la méthodologie est la suivante. Lorsqu'on veut étudier un algorithme d'optimisation, en fait, une façon de faire, ça peut être d'interpréter cet algorithme comme une discrétisation
une certaine équation différentielle. Donc, par exemple, si vous prenez un algorithme de descente de gradient, vous pouvez voir ça comme la discrétisation par la méthode Euler explicite de l'équation x' est plus gradient f de x de t égale 0. Ensuite, l'idée, c'est de proposer en fait une étude des trajectoires de l'EDO en utilisant des approches de Lyapunov. Donc, le principe, en gros, c'est de trouver une énergie de Lyapunov qui soit bien adaptée, qui nous permette d'obtenir des vitesses de convergence, les vitesses de convergence que l'on attend sur nos algorithmes. Et une fois qu'on a réussi à avoir les résultats en continu, il s'agit de construire le même type d'énergie, mais en discret, le long de la trajectoire discrète, en essayant d'obtenir les mêmes taux de convergence. Alors, soyons clairs, l'étape 3, une fois qu'on a fait l'étape 2 nous donne vraiment en fait une espèce de feuille de route en fait, de la façon dont il faut étudier l'algorithme en discret. Mais écrire le discret, c'est absolument pas quelque chose de facile, c'est extrêmement technique et Et donc, du coup, honnêtement, sans le continu, moi, je trouve ça extrêmement difficile de mener une étude en discret parce que le continu nous donne vraiment les grandes idées. Et lorsqu'on est en discret, donc savoir correspondre à quoi correspondent les termes, quel terme est dominant sur un autre, etc. Si on n'a pas l'interprétation en termes de système dynamique derrière, avec les termes de discrétisation qui se baladent un peu partout, faites-moi confiance, c'est un peu la tannée. Donc, voilà. Donc, cette étude en continu, elle est vraiment, moi, je la trouve assez cruciale pour comprendre ce que l'on fait et puis pouvoir mener une étude jusqu'au bout en discret. Du coup, tout ça pour vous motiver le fait que je vais vous expliquer les choses en continu, mais que je ne vais pas le faire en discret dans cet exposé. Je vous donne une petite illustration pour la méthode de descente de gradient. Donc, si vous prenez l'équation différentielle x' plus gradient f en x de t égale 0, je prends une énergie toute simple, une énergie potentielle, f de x de t moins f étoile. On peut démontrer facilement que cette énergie E est une énergie Lyapunov, c'est-à-dire qu'elle décroît le long des trajectoires de l'EDO. Donc, si vous calculez sa dérivée, vous obtenez cette chose-là. En remplaçant x' par moins gradient, vous obtenez moins la norme au carré. Vous obtenez que la dérivée de l'énergie est négative ou nulle. Et donc, du coup, que vous avez la décroissance de la trajectoire. Alors ça, c'est pas mal. Ça ne nous donne pas vraiment les vitesses de convergence. Ça me dit juste que mes trajectoires restent bornées. Bon. Si on fait des choses un peu plus fines, si on suppose que, par exemple, notre fonction est fortement convexe, on pourrait faire le cas convexe, mais bon, je ne vais pas vous faire tous les cas, ce n'est pas le but ici. Si on suppose que la fonction est fortement convexe, on a cette inégalité-là, en fait, qui vient qui est une inégalité de Lojevic dans le cas différentiable et qui est équivalente à la condition de croissance dans le cas convexe. On peut démontrer un peu mieux, on peut démontrer que la dérivée de mon énergie Lyapunov, j'ai la même égalité, c'est-à-dire que c'est bien égal à moins la norme du gradient en carré, mais grâce à la propriété de Lojevic, c'est plus petit que moins 2 mu fois la décroissance, fois les f de x de t moins f étoile, qui est égal à mon énergie, et donc ça fait moins 2 mu. Je me retrouve avec une inéquation différentielle, E' plus petit que moins 2 mu E, que je suis capable d'intégrer, et qui me permet d'en déduire que j'ai une décroissance exponentielle de ma fonctionnelle avec un coefficient de mu. Voilà. Donc là, je démontre assez simplement sur la méthode de gradient que j'ai une décroissance exponentielle lorsque la fonction est fortement convexe. Donc, vous voyez, les choses s'écrivent assez simplement. Si je veux faire la même chose en discret, je prends la même énergie, mais au lieu d'avoir du x de t, j'ai du xk. Au lieu de calculer E', je calcule EK plus 1 moins EK. C'est exactement les mêmes calculs. Voilà. Et j'arrive à ce genre d'inégalité ici, où h, c'est le pas de ma méthode de gradient. Si vous supposez que h est plus petit que 2 sur la constante de l'effet du gradient, vous avez cette entité-là qui devient positive, et du coup, vous avez démontré que que l'algorithme de gradient est un algorithme de descente. Donc ça, jusque-là, ce sont des choses assez rudimentaires. Si je suppose que c'est fortement convexe, de la même façon qu'en continu, j'ai l'inégalité de Lojevic, qui me permet d'avoir l'équivalent discret de mon inéquation différentielle, que je suis capable d'intégrer. Alors là, pour simplifier les calculs, parce que ça n'avait pas d'intérêt de faire les choses pour un pas général, donc pour un pas égal à 1 sur L, on démontre cette inégalité différentielle qu'on est capable, la version discrète de l'inégalité différentielle qu'on est capable d'intégrer et qui me donne en fait la décroissance sur ma fonctionnelle et du coup sur mon énergie et du coup sur ma fonctionnelle. Et on retrouve la décroissance exponentielle en discret.
Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment, bon là, le cas du gradient, c'est un cas extrêmement simple, et c'est vraiment la même chose, la même feuille de route pour les deux études en continu et en discret. Donc, l'idée, ça a été de faire la même chose sur la méthode accélérée, sur les méthodes sur FISTA. Alors, pour simplifier un peu l'exposé, je vais me placer dans le cadre différentiable. Parce qu'en fait, le fait qu'on ait une fonction composite avec une partie non différenciable et qu'on ait un opérateur proximal dans l'algorithme, c'est une difficulté technique, mais ce n'est pas une réelle difficulté dans l'étude, en fait. Si on arrive à écrire tous les calculs dans le cas différentiable, on sera capable de les écrire sans difficulté dans le cas non différentiable. Donc, pour simplifier, je vous présente dans le cas différentiable. Donc, le schéma de Nesterov, donc FISTA dans le cas composite, peut être vu comme une discrétisation semi-implicite de cette équation différentielle. Donc, vous voyez le paramètre alpha qui est ici qui réapparaît là. Ça règle, en fait, alpha sur T, c'est un terme de friction, qui va régler le frottement. Et on a une analogie mécanique, en fait, qui nous dit que cela modélise le mouvement d'un solide dans un puits de potentiel avec une viscosité alpha sur T qui va décroître au cours du temps. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'essentiellement, au début de votre algorithme, vous avez énormément de frottement, donc ça ralentit votre algorithme, et on relâche un peu le frottement au fur et à mesure des itérations. L'idée, c'est de ralentir la bille. En fait, si vous lâchez une bille dans un puits de potentiel, si c'est très raide et qu'il n'y a pas du tout de friction, vous allez avoir une bille qui descend très, très vite et qui va ensuite remonter et osciller autour du minimum. Si on arrive à régler ces histoires de frottement et de friction, on peut essayer de ralentir la bille lorsqu'on est loin de l'optimum pour éviter d'osciller trop fort et d'avoir une meilleure vitesse de convergence vers l'optimum. Ah, excusez-moi, voilà. Donc, je le répète, les avantages de cette formulation continue, c'est qu'on va avoir une analyse de Lyapunov plus simple et puis on est capable de démontrer l'optimalité des bornes dans le cas convexe. Donc, je vous ai rappelé juste là pour un petit peu exhaustive les résultats connus en continu. On a une décroissance en 1 sur t carré quand alpha est plus grand que 3. Et on a une décroissance en 1 sur t puissance 2 alpha sur 3 quand le paramètre de friction est strictement plus petit que 3. Je vous ai mis toutes les références en espérant ne pas en avoir oublié ici pour les gens qui sont intéressés. Et ces résultats-là, vous pouvez faire la photo et prendre le slide d'après. Ah oui, pardon. On verra que c'est exactement les mêmes pour le cas discret. Voilà, donc on peut démontrer très facilement ces taux de convergence avec une analyse de Lyapunov adaptée. On prend des énergies un petit peu différentes. Voilà, comme on a une décroissance 1 sur t carré, l'idée, ça va être de majorer, montrer que l'énergie reste bornée. Parce que ici, l'énergie reste bornée, essentiellement, ça veut dire que ce terme-là, en t carré f de x de t moins f étoile, reste borné. Et donc, du coup, f de x de t moins f étoile est plus petit qu'une constante sur t carré, et on a cette décroissance en t carré que l'on cherche. Voilà, donc si vous faites les calculs, on est capable, vous verrez que vous allez faire, c'est assez rapide. La dérivée de l'énergie peut être majorée par ce terme-là. Et du coup, si on suppose que alpha est plus grand que 3, on arrive à démontrer qu'on a la décroissance en 1 sur t carré, donc mon énergie est bornée. Et si alpha est strictement plus grand que 3, on peut démontrer un petit peu mieux. On peut même démontrer qu'on a l'intégralité ici de t f de t f étoile, ce qui nous permet d'avoir un petit taux de 1 sur t carré, lorsque alpha est strictement plus grand que tout. Donc, le but de ce slide, c'est vraiment de vous prouver que l'analyse en continu, c'est ce qui nous permet en fait vraiment de mener jusqu'au bout l'analyse en discret en nous disant un petit peu par quelle étape il faut passer. Donc, ça, c'est ce que je vous avais annoncé. On a les mêmes résultats en discret. Je vais pas vous faire bien évidemment la preuve. Et je passe un peu vite. Je reviens à ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire l'étude en temps fini du schéma de Nesterov, de FISTA, pour des fonctions qui satisfont des hypothèses de croissance quadratique avec mixité du minimiseur. Donc là, je n'ai pas besoin de forte convexité, j'ai juste besoin de la croissance quadratique. Donc, on va prendre des fonctions qui sont des énergies de Lyapunov qui ont cette allure-là. Donc, t carré f de x de t moins f étoile, plus ce terme-là qui est un petit peu élaboré. Ici, je vais prendre un lambda qui est égal à 2 alpha sur 3. Alors, ce n'est pas magique du tout. C'est simplement parce qu'il a été démontré par Suboy-Descandes et Attouche et Cabot, respectivement, que pour les fonctions fortement convexes, on a une décroissance en 1 sur t puissance 2 alpha sur 3. Du coup, on sait que le taux à atteindre, nous, on fait une étude en temps fini, mais on sait qu'asymptotiquement, on a un taux en 1 sur t puissance 2 alpha sur 3. Donc, du coup, on ne va pas s'embêter, on va faire l'étude directement avec les bons paramètres.
pour simplifier nos calculs. Tout ce qu'on veut, nous, c'est au lieu d'avoir un grand tour, on va avoir l'expression des constantes. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, l'idée de la preuve, ça a été la suivante. Ça a été tout d'abord de dériver cette énergie pour obtenir une équation différentielle. Donc, je vous ai écrit la forme ici. Donc, on savait quel tour on voulait obtenir. Donc, on savait quel coefficient on devait avoir ici devant l'énergie. Là, on a des termes résiduels phi de t qui sont négligeables devant lambda-2 sur t. Donc, l'idée, c'est d'avoir une équation différentielle. On l'intègre entre un temps t1 quelconque. Pardon, une inégalité dans le mauvais sens. Entre un temps t1 qui est plus grand que le temps initial t0 et un certain temps t, et on obtient cette inégalité. Donc, c'est là que le travail intéressant commence. Alors là, ça a été un peu technique pour avoir cette majoration et avoir une expression, tout est explicite ici. Un grand phi, c'est une primitive de petit phi, tout est calculé. L'idée, ça a été de dire, je vais choisir, vu que cette inégalité est vraie quel que soit t1, je vais choisir un T1 qui va permettre d'avoir cette borne la plus petite possible. Donc, essentiellement, je vais minimiser cette borne-là par rapport à T1. Et lorsqu'on fait ça, on arrive à démontrer que la décroissance, selon les valeurs de la fonctionnelle, est majorée par cette inégalité-là. Donc, ce qui est rassurant quand même, c'est qu'on retrouve la décroissance en 1 sur t puissance 2 d'alpha sur 3. D'accord? Ça, c'était ce qui était entendu après les résultats qui sont connus dans la littérature. Là, le gain par rapport à ce qui existe, c'est que nous, on a mené les calculs jusqu'au bout pour avoir l'expression explicite de la constante. Voilà. Donc, on se retrouve avec une constante ici qui dépend de alpha et un taux de convergence en alpha sur t racine de mu puissance 2 alpha sur 3. Donc, notre idée était de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour choisir le paramètre alpha de sorte à avoir une décroissance très rapide? Excuse-moi, un truc, je peux poser une question. Le mu, là, il sort d'où? Il sort de l'optimisation? Il sort du phi? Il sort parce que, comme il y a des trucs... Oui, il est caché dans le phi. Dans le phi? Oui, il est caché, il est dans le phi, il n'apparaît pas du tout ici. Il est caché dans le phi. Dans l'estimation qu'il a, donc 2, il y a du phi, il y a du mu, alors. Oui, il y a du mu partout, là, ouais. D'accord. Ouais. Je vérifie juste que j'ai l'expression exacte quelque part. Bon, je regarderai tout à l'heure. Merci. Voilà. Alors, je vous ai fait quelques petits calculs avec les mains pour vous montrer un petit peu quelles étaient les idées. L'idée, ça a été d'essayer d'optimiser ce paramètre alpha à mu fixé, du coup, pour essayer d'avoir la décroissance la plus rapide possible. Donc, si on se donne une précision epsilon donnée, on a fait quelques calculs, donc on est pour alpha strictement plus grand que toi. Alors là, je fais les calculs vraiment très grossièrement, c'est-à-dire que j'ai viré toutes les constantes et machin, j'ai gardé en fait que ce terme-là, et j'ai essayé d'optimiser uniquement ce terme-là. Nous, dans le papier, ce qu'on a fait, bien évidemment, c'est qu'on a pris l'expression exacte de notre borne et on a fait tous les calculs rigoureux qui allaient avec. Là, pour l'exposer, c'est juste pour vous montrer les idées, et ça suffit largement pour comprendre notre démarche. C'est qu'on s'est dit, bon, si on prend un alpha strictement plus grand que 3, quelconque, fixé, si on veut optimiser cette borne, si on veut rendre cette borne alpha sur t racine de mu puissance 2 alpha sur 3 plus petite que epsilon, vous faites des petites manips là élémentaires sur les inégalités, ça revient à démontrer que t doit être plus grand que alpha sur racine de mu 1 sur epsilon puissance 3 sur 2 alpha. D'accord? Donc ce que l'on démontre essentiellement, et que l'on savait, c'est que l'algorithme FISTA a une décroissance polynomiale à alpha quelconque fixé. D'accord? Le temps nécessaire pour atteindre une précision epsilon fixée, une epsilon solution, étant 1 sur epsilon avec une certaine puissance. L'idée a été de dire, bon, maintenant, si je choisis alpha, alors ça c'est mis dans nos calculs, hein, c'est comme ça qu'on a eu cette intuition-là, si on prend alpha proportionnel au log de 1 sur epsilon. Donc c'est-à-dire qu'on choisit un coefficient de friction qui dépend uniquement de la précision souhaitée. Il n'y a pas de mu caché dans le C, là. Hein. C'est vraiment une constante réelle quelconque qui ne dépend de rien. Donc, si on prend un alpha qui est proportionnel à log de 1 sur epsilon, qui ne dépend que de la précision, qu'est-ce que j'obtiens? Si vous faites ça, vous remplacez, vous refaites une petite inégalité ou vous remplacez bêtement alpha par une constante fois log de 1 sur epsilon dans l'expression ci-dessus, on démontre que le temps nécessaire pour atteindre une epsilon solution va être plus grand que cette expression-là. D'accord? Donc, vous avez ici une décroissance exponentielle. Donc, on est en log de 1 sur epsilon, comme forward-backward.
avec un paramètre 1 sur racine de mu, un paramètre 1 sur racine de mu devant. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Là, ce qui est important de remarquer, c'est que ce mu, c'est le mu théorique. D'accord? Ce n'est pas une estimation de mu. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer votre algorithme, si vous choisissez votre coefficient de friction proportionnel à log de 1 sur epsilon, sans connaître le mu ni rien, vous lancez Fista, votre algorithme s'arrêtera, enfin atteindra une epsilon précision au plus en ce temps-là, qui lui va dépendre du mu théorique que vous ne connaissez pas. D'accord? Et là où on dit qu'on a une décroissance exponentielle, et alors pourquoi je dis qu'on a une décroissance exponentielle rapide, c'est à cause de ce racine de mu. Si j'avais du mu, ça serait une décroissance exponentielle. Si vous avez du racine de mu, c'est encore plus rapide que si vous avez du mu. Voilà, donc le théorème qu'on a obtenu, qui est un peu moins simple, c'est que si je prends une précision epsilon donnée, donc je suppose que j'ai une fonction composite, grand F, qui vérifie une condition de croissance quadratique, mais qui admet un unique minimiseur. On n'a pas réussi pour le moment à se débarrasser de cette hypothèse-là. On pense que c'est une hypothèse technique, qu'on pourrait la faire sauter, mais pour le moment, on n'a pas réussi. Donc, on prend un alpha, un coefficient de friction, qui est proportionnel à log de 1 sur epsilon. Alors, les hypothèses, pour être tout à fait honnête, c'est qu'on a besoin de connaître L, et puis il faut avoir une estimation du M0. Donc M0, c'est f de x0 moins f étoile. Donc il faut avoir une estimation, une borne sur cette quantité-là pour pouvoir initialiser l'algorithme. Dans ce cas-là, si vous choisissez votre coefficient de friction de cette façon-là, nous avons démontré que la suite des itérés générée par Fista avec ce paramètre-là, à condition d'avoir un conditionnement suffisamment petit, nous permet d'atteindre une epsilon solution en O plus ce nombre d'itérations. Donc le nombre d'itérations, on retrouve donc avec le log d'1 sur epsilon, on a une décroissance exponentielle rapide à cause de cette racine. Donc, les points importants de ce résultat sont que le coefficient de friction ne dépend pas de mu, ni d'aucune estimation de mu, que le nombre d'itérations dépend de la vraie valeur de mu, et qu'on a une décroissance exponentielle rapide. Donc, ça, c'était vraiment le résultat qui nous a bluffé quand nous l'avons obtenu, et qui explique, du coup, qu'on est un peu meilleur qu'on est meilleur que forward backward. Donc, si je reviens en comparaison avec forward backward, c'est un petit peu lisible, mais je vous ai remis l'algorithme forward backward en vous précisant le critère d'arrêt. On a pris le même critère d'arrêt sur forward backward et sur Fista pour pouvoir avoir des choses qui soient comparables. Et on démontre que si on a un conditionnement petit, donc, c'est l'inverse du conditionnement, si je suis tout à fait précis. Si on a un mu sur L qui est petit, le nombre d'itérations nécessaires, le nombre d'itérations pour atteindre une epsilon solution par Fista est plus petit que le nombre d'itérations pour atteindre une solution par forward backward. Donc là, je vous ai mis les deux expressions des nombres d'itérations. Ici, on est en 1 sur kappa log de 1 sur epsilon. Donc, on a une décroissance exponentielle lente. Et nous, ici, on a une décroissance exponentielle rapide parce qu'on a du racine de kappa. Voilà, donc ça, ce genre de résultat, ça explique les simulations numériques que je vous ai montrées tout à l'heure et qui montraient que Fista était beaucoup plus rapide à précision fixée que l'algorithme forward backward. On a comparé également cet algorithme-là avec l'algorithme de Nesterov pour les fonctions fortement convexes. Donc, je vous ai rappelé de toute façon l'algorithme de Nesterov pour les fonctions fortement convexes avec toujours le même critère d'arrêt pour que les algorithmes soient comparables. Vous connaissez exactement le paramètre de forte convexité, l'algorithme de Nesterov est beaucoup plus rapide que Fista. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si votre paramètre de forte convexité n'est pas parfaitement connu, si vous l'avez sous-estimé, dans ce cas-là, l'algorithme Fista, ici, le nombre d'itérations nécessaires le nombre d'itérations dont a besoin Fista pour atteindre une epsilon solution est inférieur au nombre d'itérations dont l'algorithme de Nesterov pour les fonctions fortement convexes a besoin pour atteindre une epsilon solution.
Donc, pourquoi? Parce qu'on dépend de ce paramètre mu. Donc, plus vous sous-estimez mu, en fait, et plus vous allez avoir besoin d'itération par Nesterov pour atteindre une précision epsilon donnée. Alors, en pratique, on a fait plusieurs tests en fait, sur des problèmes de moindre carré où on connaissait mu. Et on s'est rendu compte qu'en fait, Fista était beaucoup plus efficace que l'algorithme de Nesterov, même si on sous-estimait de très peu en fait, le paramètre de forte convexité. Donc, dans le papier, on avait même une borne en fait, qui nous disait si on sous-estime de temps le paramètre de forte convexité, Fista reste meilleur. Voilà. Donc, le contrat est rempli. J'ai voulu vous montrer là, dans cet exposé donc, cette version de Fista proposée par Antonin Chambol, Charles Dossal et Sylvain Descondès en 2015 et 2016 respectivement permet d'atteindre une epsilon solution en O+. Donc là, je vous ai enlevé les constantes, un grand taux de 1 sur racine de kappa log de 1 sur epsilon. Donc, je vous rappelle que ici, ce terme-là, ça nous permet de dire qu'on a une décroissance exponentielle. Et ce terme-là me permet de dire que j'ai une décroissance exponentielle rapide parce que, grâce à la racine carrée. Et tout ceci est obtenu lorsque l'on choisit un coefficient de friction qui dépend uniquement de la précision, de la constante de Lipschitz et de la distance au minimum, initiale au minimum de f. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître le paramètre mu pour déterminer ce coefficient de friction optimisé qui nous permet d'avoir une croissance exponentielle rapide. Du coup, ça permet de dire aussi que si vous n'êtes pas capable d'estimer mu et vous n'avez que des sous-approximations, ça ne va pas affecter la vitesse de votre algorithme. Tous les détails sont dans cet article-là qui est disponible sur HAL. Il y a également dans ce papier une comparaison avec les algorithmes de restart. Alors, les algorithmes classiques de restart ont besoin d'une estimation précise de mu et donc souffrent du même problème que l'algorithme de Nesterov. Et du coup, Fista est de nouveau plus efficace de ce point de vue-là. Il existe également des travaux récents de Ferkoff, ses co-auteurs, Alamo, ses co-auteurs et notre doctorant, qui font en fait des estimations de mu, qui proposent des versions de Fista Restart avec des estimations de mu en fait au cours des itérations, et avec lesquelles du coup se passe aussi de la connaissance théorique de mu, et avec lesquelles il est intéressant de se comparer. Donc on a quelques études là dans le papier qui montrent que dans certains cas, le Fista Restart est plus efficace, dans certains cas, le Fista la version classique est plus efficace. Ça dépend un petit peu des applications qui sont considérées. Voilà, bon, mais je crois que j'ai terminé mon exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Aude, pour ton séminaire. Donc, effectivement, on a du temps pour quelques questions. Donc, j'invite les participants soit à prendre la parole, soit à écrire des questions. Antonin, je te vois lever la main. Vas-y, Antonin. Oui, bonjour, merci, c'est très intéressant. J'avais quelques petites questions. Une, parce que tu viens de parler des travaux de Ferkoff, là, et Ouais. oui, ils essaient mais en fait, avec votre système, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une estimation plus ou moins fiable de mu? Les autres constantes sont plus ou moins connues? Avec notre système, celui que j'ai Oui, le Fista Restart. avec votre technique, du coup, puisque tu as un mu qui apparaît à la fin dans l'erreur, on ne peut pas trouver des bornes sur mu. Alors, a priori, on n'avait pas réussi à faire ça. Nous, ce qu'on a réussi à faire, mais c'est un autre papier, c'est ce que je disais, c'est en fait, on a réussi à faire, on a proposé une version de Fista Restart. En fait, on fait une itération de Fista pendant un certain nombre d'itérations et on sait en fait qu'au bout de un certain nombre d'itérations, la fonction doit avoir décru d'une certaine quantité. Donc, mettons, on doit avoir divisé la valeur de la fonctionnelle par 2. Du coup, on teste. Soit on a bien décru au bout de notre nombre d'itérations de cette quantité, et c'est très bien, ça veut dire qu'on a une estimation de notre mu qui est correcte, soit on n'a pas vérifié la décroissance théorique, et dans ce cas-là, on a une certaine façon de mettre à jour le paramètre mu qui va nous permettre de se réajuster, et on relance Fista et on fait des choses comme ça. Et ça, en fait, c'était une version en fait, qui a été inspirée d'un travail de Alamo. Alors, j'ai plus d'autres auteurs, je suis désolée en tête. Alamo, Limon et Krupa.
dans un article, alors, dans une conférence qui n'était pas tout à fait là où on s'attendait à avoir ce genre de résultat, European Control Conference. Et ils avaient proposé un Vista Restart avec ces principes-là qui était extrêmement coûteux. Et nous, on a réussi en fait à proposer une version qui soit un peu plus rapide et qui soit moins coûteuse d'un point de vue calcul. En fait. Mais avec nos bornes, là, on n'a pas réussi à trouver des bornes qui nous permettraient d'avoir en plus une estimation de nous. D'accord. On a réussi qu'en faisant du restart. Parce on sait de combien on doit décroître. Donc, si on ne vérifie pas la décroissance théorique, c'est qu'on a mal estimé et on remet à jour le paramètre nu, etc. au fur et à mesure des itérations, en supposant elle connaît. Et sur des problèmes genre, je sais pas, des variantes de lasso, des trucs où une fois qu'on a identifié des supports, on peut être fortement convexe ou donc on peut être fortement convexe après un certain nombre d'itérations. Oui. Ça va marcher votre truc ou il faudrait réestimer les paramètres Le restart Si tu estimes les paramètres de votre truc sur un problème qui n'est pas fortement convexe, mais tel qu'au bout d'un certain temps, tu as identifié un sous-espace où tu étais fortement convexe, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, je dirais que je n'en ai pas regardé. Là, typiquement, dans toute l'analyse qu'on a faite, on a vraiment besoin de la condition de croissance quadratique pour mener les calculs et obtenir les inéquations différentielles. Donc, si on ne l'a pas au début des opérations, on ne va pas arriver à avoir les inégalités qu'il faut. Ça va pas... Parce que là, tout ce qu'on a écrit pour avoir des bornes en temps fini, c'est que nos conditions de croissance quadratique, on doit les avoir globalement, parce qu'on a besoin de pouvoir les appliquer. On ne peut pas rester uniquement au voisinage des univers. Donc, du coup, si on a une fonction qui est convexe et qui devient fortement convexe au bout d'un certain moment, je pense que l'étude là ne doit pas fonctionner. Par contre, du coup, là, le Vista Restart, il va marcher. Parce que notre Vista Restart, il n'a pas besoin de forte convexité. Aude, j'ai une autre question. Donc, tu as bien expliqué qu'est-ce qui se passe si on prend l'algorithme forward-backward en prenant une estimation de mu qui n'est pas la bonne. Et qu'est-ce qui se passe ici, au fait, si on n'a pas exactement le f de x0 moins f étoile, parce que ça suppose quand même de connaître la valeur optimale. Oui. Si, au fait, au lieu de prendre le M0, on a une estimation de M0, est-ce que ça... Non, c'est pas du tout gênant. Alors, c'est pas du tout gênant. Donc là, effectivement, pour que notre résultat fonctionne, il faut absolument qu'on ait une estimation de ce M0 et il faut qu'on ait le N aussi. Donc, pour le M0, essentiellement, ce qu'il faut, ça représente en fait l'énergie mécanique du système. Donc, il faut avoir un majorant de cette énergie. En général, c'est pas trop compliqué à trouver si, par exemple, on connaît le F étoile. Donc là on peut s'en sortir, bien évidemment. Et l'algorithme n'est pas... ça va jouer dans le facteur, parce que si vous regardez, oui, voilà, si le M0, c'est ce terme-là, d'accord? Et je vais remettre juste l'algorithme, ça sera peut-être plus clair. Au fait, ça revient à avoir une sensibilité de l'optimum par rapport à ce facteur-là. C'est simplement que si on prend une très grande valeur de M0, comme estimation, si on est un peu trop brutal dans la majoration, effectivement, on va augmenter le nombre d'itérations au bout duquel on va atteindre une solution. Ça, c'est exact. D'accord. Voilà, ça, c'est vrai que c'est incontournable. Et ce L aussi. Ce L, là, on a fait comme s'il était fixé, enfin, comme s'il était connu, pardon, pour pouvoir s'en servir pour calculer le pas de l'algorithme, pour prendre le pas égal à 1 sur L, etc. Donc, ça suppose que l'on connaît le L. Donc, ce que je disais là, c'est que là, pour le moment, on a supposé le L connu et on est en train de travailler avec Charles, Jean-François et Lucas Calatroni. En fait, parce que Lucas Calatroni, je crois qu'il a fait un article avec Antonin, justement, où il y a des estimations de L. Et donc, du coup, on est en train de voir comment on pourrait adapter notre Vista Restart, celui dont je parlais tout à l'heure, où on fait une estimation automatique en fait, du mu au fur et à mesure des itérations et de faire une estimation du L en même temps. Et en fait, sans trahir le secret, l'idée, c'est que, essentiellement, on a besoin d'estimer mu sur L. Et si on arrive à estimer mu sur L à chaque itération, en fait, on s'en sort. Donc voilà, donc on est en train, ça c'est un travail en cours. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, j'ai une petite question. Bon, enfin, merci pour l'exposé. Je ne sais pas si j'ai bien tout compris, mais j'ai l'impression que pour chaque précision souhaitée, epsilon, donc on peut choisir un alpha associé. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une séquence bien choisie de epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, epsilon n, et avoir un algorithme qui adapte les alphas au fur et à mesure du temps pour avoir vraiment une suite, quelque chose qui converge dans le temps très rapidement. Quand on ne sait pas la précision qu'on veut, mais qu'on a un critère de temps, par exemple, ou quelque chose comme ça, on s'assure d'avoir une convergence. On choisit une suite epsilon 0, epsilon n. Alors, c'est ce qu'on avait fait au départ, en fait. Au tout départ, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait écrit nos bornes, comme ces bornes-là. Voilà. On avait écrit ces bornes-là, et puis ici, là, et on avait optimisé le T. On s'était dit, si je me donne un budget temps, je me prends un T fixé, de combien j'ai besoin d'itérations. Et on avait quelque chose qui était moins lisible dans le sens où on avait des expressions de T en fait, qui dépendaient d'un peu tout. Il y avait du epsilon, il y avait du kappa, il y avait… Et du coup, effectivement, on est capable de faire ça. C'est-à-dire se dire, je me donne un budget temps, et puis de combien j'ai besoin d'itérations pour converger, etc. Donc ça, c'était possible, mais ce qui était moins visible dans cette approche-là, c'était le fait qu'on était capable de choisir le paramètre de friction uniquement en fonction de la précision de données, parce qu'avec cette expression de T qui dépendait aussi de mu, on avait l'impression d'avoir besoin de cette valeur théorique du paramètre de forte convexité. Et donc, du coup, on se disait, c'est un peu ennuyeux, parce que du coup, quand on n'est pas capable d'estimer forcément toujours très finement le paramètre mu, du coup, notre résultat, il va être un peu comme les précédents, c'est-à-dire qu'il va souffrir en fait d'une sous-estimation, d'une mésestimation de mu. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter les choses dans ce sens-là. Mais effectivement, tous les résultats que j'ai présentés, on peut les représenter à l'inverse, donc avec un budget temps fixé et regarder un petit peu comment évolue l'algorithme. Et effectivement, dans ces conditions-là, j'imagine que se dire, je voudrais faire une suite de précision, une suite epsilon i de précision à atteindre au cours des itérations pour avoir la meilleure précision possible, et j'imagine en un budget de temps fixé, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire, donc on ne va pas regarder là. Et ça se fait. En fait, au lieu de faire l'optimisation en alpha comme on a fait, il faut faire l'optimisation en temps. Merci. Merci encore, Aude. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci encore. Merci à tous les participants. Et je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, Aude. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.